Bien. Alors, dans la vidéo précédente, nous avions terminé la partie sur les centres de la mondialisation, hein. On avait vu notamment le rôle des métropoles, le rôle des façades maritimes, certains espaces de l'antimonde comme les paradis fiscaux, les zones transfrontalières, notamment sur la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Et maintenant, dans un petit 2, on va s'intéresser à la question, est-ce que finalement il reste des territoires en marge de la mondialisation? Et premièrement, on va voir l'exemple d'États faiblement intégrés à la mondialisation. Et je vous avais demandé d'ailleurs de faire un petit travail sur la Bolivie pour aujourd'hui. Et donc, vous aviez trois questions auxquelles vous deviez réfléchir à l'aide des diapositives suivantes, hein. Donc, des documents que vous retrouviez dans un dossier page 130-131 de votre manuel. Donc, vous aviez le document 2, un pays qui émerge économiquement, pour qualifier la Bolivie. Donc, un texte de M. González s'intitulant Le miracle économique de la Bolivie issu du courrier international, donc une revue datant du 9 août 2019, donc un document très récent. Vous aviez une carte donc pour localiser la Bolivie, hein. Donc on vous dit dans le titre des Andes à l'Amazonie, des ressources importantes, hein. Donc ça vous montre que l'image de la Bolivie, c'est pas uniquement les hautes montagnes, c'est aussi la forêt amazonienne, on l'oublie souvent. Ensuite, vous aviez une vue de Santa Cruz, qui est la capitale économique de la Bolivie, la ville qui a le plus profité de la croissance bolivienne des dernières années. Ici, une nouvelle destination touristique très très fréquentée, les salars de Uyuni, dans le sud de la Bolivie. Donc, c'est une sorte de lac salé, hein, ou de banquise de sel laquelle les touristes aiment beaucoup faire des photographies où ils jouent avec la perspective, avec leurs doigts, ou pour donner l'impression que, par exemple, ils rentrent dans une bouteille d'eau, ou que, vous savez, vous avez peut-être déjà vu des photos comme ça où la personne tient entre ses doigts la tour Eiffel ou la tour de Pise. Eh bien, les gens s'amusent à faire la même chose. On a l'impression qu'ils rentrent dans une bouteille d'eau, ou qu'il y a l'eau de la bouteille qui leur tombe sur la tête. C'est juste une histoire de perspective, parce que vous voyez que ça représente une immense banquise de sel, hein. C'est pas du sable, c'est pas de la neige, c'est un salar. Salar, donc c'est une banquise de sel. Donc c'est un lieu très touristique en Bolivie. Et puis on va voir que si cette intégration de la Bolivie a progressé au sein de la mondialisation, il y a malgré tout des limites à cette intégration. C'est le document 5, donc un document qui, du moins un reportage issu de la chaîne France 24, paru le 1er octobre 2018 et s'intitulant Le Chili n'est pas tenu de négocier avec la Bolivie un accès à la mer selon la Cour internationale de justice. Et on verra à travers ce texte, et vous avez vu à travers ce texte, que c'était un point de tension entre ces deux pays, car la Bolivie est un pays enclavé qui n'a pas d'accès à la mer. Donc la première question, je vous demandais de réfléchir, du moins de caractériser, pardon, l'essor économique de la Bolivie. Donc, pour qualifier la Bolivie, les économistes utilisent le terme qui est utilisé dans ce texte, hein, de González. On parle de miracle bolivien, car le PIB, le produit intérieur brut, hein, c'est cet indicateur ciblé qui mesure la richesse, il a été multiplié par 4 en 13 ans, donc c'est énorme, hein. Et le PIB par habitant, donc la richesse par habitant en Bolivie, a été multipliée par 3 dans la même période. Donc vous imaginez, en 13 ans, la richesse d'un Bolivien a été multipliée par 3. Donc on peut parler vraiment de miracle bolivien, hein, vraiment une très grande croissance économique. La pauvreté, du moins la grande pauvreté, a baissé de 30, est passée pardon, de 38%, c'est-à-dire d'un peu plus d'un Bolivien sur 3, à aujourd'hui seulement 15%, c'est-à-dire moins d'un Bolivien sur 6. Donc la grande pauvreté a été divisée par plus de 2. Ensuite, je vous demandais dans la même question de me dire sur quelles activités et sur quelles ressources reposait justement l'essor économique de la Bolivie. Alors la Bolivie, déjà, et ça fait depuis très longtemps, c'est un territoire qui est exploité pour ses ressources naturelles. En seconde, vous avez peut-être entendu un jour parler de ce qu'on appelait l'ouverture atlantique ou les grandes découvertes. Quand les Espagnols avaient fait la conquête de l'Amérique du Sud, ils exploitaient notamment les mines d'argent de Potosi. Et les mines d'argent de Potosi, c'était des mines d'argent qui se situaient en Bolivie. Et à l'époque, on a estimé que la moitié de l'argent qui circulait sur Terre provenait de ces mines d'argent. Donc ça vous montre à quel point la Bolivie, entre guillemets, eut, en tout cas, et a toujours des ressources naturelles. Jadis, c'était l'argent. Aujourd'hui, on a toujours des minerais.
Par exemple, dans les documents, on vous dit que la Bolivie est le cinquième producteur d'étain, le septième producteur d'argent, donc c'est toujours un producteur d'argent, même si ça a diminué, hein. Vous le voyez ici, hein, les gisements de minerais, hein, cinquième producteur mondial d'étain, septième d'argent, huitième de zinc, il y a également de l'or, il y a du fer. On vous dit également qu'il y a des hydrocarbures qui sont présents ici sur la carte, hein. Je ne vous ai pas montré les gisements de minerais sont situés là, hein, plutôt dans les zones montagneuses. Les hydrocarbures, donc c'est essentiellement le pétrole, le gaz. Vous avez également ce qu'on appelle des réserves de terres rares. Donc ces ressources indispensables utilisées pour les batteries de téléphone, d'ordinateur, donc pour la microélectronique. On parle du triangle du lithium. Donc ce sont des ressources qui sont cruciales, hein, pour notamment les GAFAM, hein, qui en ont tous besoin pour leurs nouvelles technologies ou pour les BATX chinois. Et ces réserves de terres rares, en plus, elles sont très limitées dans le monde. On en a essentiellement en Chine, un petit peu en Afrique centrale aussi, et un petit peu en Amérique du Sud. Donc que la Bolivie en est, c'est un élément d'importance. Donc il y a de fortes richesses naturelles, et notamment en hydrocarbures et en minerais. Alors cette croissance de la Bolivie, elle vient également de la politique volontariste de l'État, hein, c'est-à-dire que l'État est intervenu dans l'économie, a tout fait pour chercher à développer son économie, notamment sous la présidence du président Evo Morales, qui, on vous dit, a mis en place dès son arrivée au pouvoir en 2006 un programme économique, et on vous dit, selon tous les indicateurs, c'est le plus réussi, le plus stable de la région, puisqu'on vous dit donc que le PIB a augmenté, que le PIB par habitant a augmenté, que l'extrême pauvreté a diminué. Donc tout le monde s'accorde à dire que le changement s'est amorcé avec son programme notamment de nationalisation, notamment de l'exploitation des hydrocarbures, notamment un programme qui est basé sur l'utilisation on vous l'a dit, des ressources naturelles. Euh, L'État va également créer ce qu'on appelle des zones franches, c'est-à-dire des zones sans droit de douane, hein, pour favoriser l'implantation entreprises étrangères qui, en s'implantant dans le pays, vont créer de l'emploi, donc de la richesse. Et puis, comme je vous l'ai dit, hein, l'État va nationaliser l'exploitation des hydrocarbures, c'est-à-dire que dorénavant, cette exploitation ne sera plus aux mains de firmes étrangères, notamment américaines, hein, puisque le continent sud-américain, ce sont la chasse gardée des États-Unis. Mais dorénavant, les hydrocarbures seront exploités par des compagnies boliviennes. Et comme il est indiqué ici, nous avons nationalisé le secteur pour pouvoir distribuer l'excédent de deux manières. Nous réinjectons une partie de cette richesse dans l'économie et nous en redistribuons une autre partie, affirme le ministre des Finances bolivienne. Donc, cette exploitation des ressources en hydrocarbures boliviennes doit profiter au développement économique du pays et non pas engraisser des actionnaires américains ou européens. Et c'est d'ailleurs étrange, hein, puisque le gouvernement d'Evo Morales a été évidemment critiqué par les Américains parce que c'est un gouvernement plutôt de gauche, voire d'extrême gauche. Et généralement, ils n'aiment pas beaucoup les gouvernements qui ont tendance à nationaliser notamment les secteurs de l'énergie comme l'exploitation des hydrocarbures. Et puis dernier point évidemment qui a favorisé la croissance de la Bolivie, c'est l'ouverture au tourisme, hein. Alors traditionnellement, lorsque vous allez faire du tourisme dans cette région d'Amérique du Sud, beaucoup de Français vont faire Pérou-Bolivie. Ce sont des excursions, des programmes qui sont sur 2 semaines. Vous allez vous faire Machu Picchu au Pérou, et puis en Bolivie, ben, par exemple, les touristes vont faire le Salar de Uyuni. C'est vraiment un très grand classique. Et là, on voit d'ailleurs qu'il y a des drapeaux qui viennent du monde entier, hein. On peut retrouver le drapeau philippin, on va avoir, j'ai vu le drapeau népalais quelque part, là vous avez le drapeau brésilien, vous avez le drapeau israélien ici, le drapeau autrichien, peut-être le drapeau catalan, le drapeau espagnol, donc il y a des drapeaux drapeau de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc ça vient des quatre coins du monde, et on voit que le tourisme était extrêmement faible en 1995, hein, à peine, on va dire, les 200 000, alors qu'en 2017, hein, 20 ans plus tard, on est proche des 1,1 million de touristes. Donc le nombre de touristes a été multiplié par à peu près 5,5. Donc évidemment, qui dit touriste dit arrivée de richesse dans le pays.
Alors la seconde question, je vous demandais quels sont les effets territoriaux de l'intégration dans la mondialisation donc de la Bolivie, hein, qui, vous l'avez compris, est passé d'un territoire qui était en marge à un territoire qui est de plus en plus intégré dans la mondialisation. Bien, ce qu'on appelle le miracle bolivien, il a surtout profité à cette ville, Santa Cruz, hein, donc qui est la capitale économique, puisque ça a été surtout un développement économique, développement et richesse qui est symbolisé par la construction, comme dans toutes les villes, de buildings. Vous en voyez quelques-uns ici. On vous dit que c'est donc euh, la ville qui connaît la plus forte croissance économique et démographique, hein. Aujourd'hui, 1,5 million d'habitants. C'est pas forcément la ville la plus peuplée, mais c'est celle qui a connu la plus grande croissance démographique et qui a profité le plus de la croissance du PIB, de l'augmentation des salaires et de la baisse de la pauvreté. Euh, donc, elle a le titre de capitale économique, hein, la capitale politique, et les capitales politiques, si vous voulez, c'est La Paz et Sucre. Euh, Elle détient notamment, cette ville, la première place dans la production industrielle, la première place également dans la production agricole. Et cette ville va profiter de sa situation, alors on doit le voir sur la carte, sa situation d'interface, hein, donc vous l'avez ici, Santa Cruz, et des axes de communication majeurs avec l'Argentine, le Brésil, le Paraguay. Vous voyez, hein, il y a l'axe de communication majeur, les axes de communication majeurs, pardon, qui passent tous par Santa Cruz. Donc on va dire que l'axe qui va de l'ouest à l'est passe vers Santa Cruz, l'axe qui va de l'Argentine vers le Brésil passe par Santa Cruz, donc elle a une position privilégiée et elle se trouve en situation de rencontre entre la forêt amazonienne et la zone de plaine et la cordillère des Andes qui représente 40% du territoire. Donc c'est ce qu'on appelle une situation d'interface. Donc elle a une situation qui est particulièrement profitable et c'est surtout cette ville de Santa Cruz et cette région qui va profiter du miracle économique bolivien. Ensuite, la dernière question, je vous demandais de dire en gros quelles étaient les limites de cette intégration de la Bolivie. Et donc pour cela, il fallait évidemment se servir pratiquement exclusivement, mais pas que, il fallait aussi se servir de la carte de ce document, hein. Les limites de l'intégration de la Bolivie dans la mondialisation. Eh bien, ce texte, comme la carte, nous montre une situation quand même très particulière de la Bolivie, c'est que la Bolivie, c'est un pays qui est enclavé. Enclavé avec une grande partie de son territoire, la zone en rose, qui est à plus de 3000 mètres d'altitude, et puis une autre partie qui est couverte par la forêt amazonienne et des plaines aussi, mais surtout un territoire qui est enclavé, c'est-à-dire qui est entouré par des pays et qui n'a aucun accès à la mer. Or, vous savez qu'aujourd'hui, 90% du commerce mondial passe par voie maritime, donc un pays qui n'a pas accès à la mer, c'est un pays qui finalement, pour exporter sa production, va être obligé de dépendre d'un autre pays. Et en l'occurrence, ici, vous en avez deux. Pour arriver à l'océan Pacifique, il faut soit passer à travers le Pérou, soit passer à travers le Chili. Donc, négocier des accords, des droits de douane. Donc, cela complexifie le commerce. Et ça, c'est évidemment un élément de faiblesse. Euh, donc, ça va freiner le développement évidemment de la Bolivie, malgré ce miracle bolivien. Et si l'on prend tous les pays d'Amérique du Sud, c'est quand même la Bolivie qui a le plus faible niveau de développement. Alors vous allez me dire, ah mais vous avez dit précédemment que c'est un pays qui a une très grande croissance. Oui, mais c'était le pays qui partait de plus bas. Donc il a eu la plus grande croissance, mais c'est pas pour autant qu'il est au niveau des autres. Donc c'est le pays qui a le plus faible niveau de développement des pays d'Amérique du Sud. Et pourtant, c'est un pays qui a des ressources naturelles considérables, comme vous avez pu le voir, notamment sur le document, hein, donc numéro 1, page 136. Donc, vous vous rendez compte que la situation géographique d'un pays peut être un frein vraiment à son intégration dans la mondialisation. Alors, pour généraliser un petit peu, après cet exemple d'un territoire qui est en marge de la mondialisation, mais qui est quand même en voie d'intégration, pour généraliser on peut dire que les espaces en marge de la mondialisation, ils vont cumuler des faiblesses qui finalement vont les mettre, pardon, un peu à l'écart des flux mondiaux. Ici, ben, on a un cas typique, hein, l'enclavement, c'est un facteur qui est répulsif pour les firmes transnationales, car elles ont besoin d'accessibilité. Elles ont besoin de pouvoir importer des matières premières et de pouvoir exporter leurs produits manufacturés facilement. Autre facteur de faiblesse, par exemple, l'instabilité politique. C'est-à-dire si on change souvent de régime, s'il y a des coups d'État, ça décourage aussi leur installation. Autre facteur, la grande pauvreté. C'est un facteur de marginalisation, car s'il y a un faible
accès à l'éducation, ça provoque un manque de main-d'œuvre qualifiée. Cependant, l'activité des territoires est mouvante, hein, comme on a pu le voir. La découverte notamment de nouvelles ressources ou la création de zones franches pour essayer d'attirer les investisseurs peuvent rendre des territoires attractifs et donc favoriser leur intégration dans la mondialisation. Donc rien n'est définitif.